Belmonte, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la première conférence du 68e congrès des professeurs de physique et de chimie. Vous êtes le directeur de l'Institut Jean Lamour, unité mixte CNRS Université de Lorraine, membre de l'Institut Carnot ICL, qui comprend 25 équipes, près de 450 personnes, dont 166 chercheurs et enseignants-chercheurs, et plus de 170 doctorants, et vous allez nous faire découvrir le tube. Installé au cœur du laboratoire, le tube Dôme est un grand instrument scientifique de dépôt et analyse sous ultravide de nanomatériaux. Plus grand tube à ultravide au monde, il permet de manipuler la matière à l'échelle de l'atome. Vous allez nous présenter pendant 1 heure environ comment la manipulation de la matière à l'échelle de l'atome permet d'accéder aux propriétés des matériaux de demain. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, il n'y a plus besoin de faire les présentations. L'Institut Jean Lamour, je vais vous présenter ça. Le tube, voilà, je vais passer un petit moment à vous expliquer ce que c'est. C'est un objet qui permet de s'occuper de matériaux et de créer de nouveaux matériaux. Amélie Nothomb, en parlant des tubes sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, et s'exprimait en disant « Souviens-toi que tu es tube ». Et que tube tu redeviendras. Ça s'adresse surtout au tube digestif, hein, si je peux, je peux résumer les choses comme ça, sachant que cette histoire de tube, c'est quand même quelque chose qui, au niveau de la citation, se rapproche des matériaux pour le vivant, et on travaille également sur cet objet-là, mais pas dans le tube, donc on en parlera relativement peu aujourd'hui. Allez, je commence par expliquer quel est le lien entre la place Stanislas et ses grilles, et puis l'IJL qui est installé sur le site Artem. Donc, vous voyez le bâtiment de droite, c'est l'Institut Jean Lamour, qui aujourd'hui, comme ça a été dit, accueille à peu près 500 personnes au quotidien. Avec les stagiaires, on monte jusqu'à 700 aux alentours entre février et avril, typiquement. Et donc pour expliquer ce lien, je vais commencer par me replacer aux alentours de 1630-1650. Voilà la situation de la ville à l'époque, avec une vieille ville, une neuve ville. Et puis, vous voyez, le site Artem se trouve sur ce qu'on appelait la Garenne à cette époque-là. Donc c'est vraiment la période où Jean Lamour commence à officier. Il va travailler un tout petit peu plus tard, et notamment à l'initiative de Stanislas, il va monter des ateliers de fonderie pour fabriquer les grilles de la plastane. Actuellement, ce plan-là, si on le reprend, il se décline un petit peu différemment. Je suis désolé, l'image est un peu floue. Vous voyez la place Stanislas, et puis Artem est localisé un peu à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que on commence à voir apparaître ces objets-là sur les cartes de Nancy. Donc le site Artem est connu. Alors voilà les différentes parties qui constituent le site actuellement. Alors c'est en pleine construction. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer récemment là-bas, mais voilà, il y a encore des travaux. Et donc, le concept d'Artem, c'est lié au fait que l'école des mines, à une période dans son histoire récente, a souhaité associer les compétences des ingénieurs de l'école des mines à deux autres types de compétences, celles des beaux-arts, pour faciliter, pour permettre aux ingénieurs de demain de disposer de certaines compétences dans le domaine du design, et puis l'ICN Business School pour avoir également des rudiments en matière de commerce. Donc on retrouve les différents acteurs tout le long de la coursive, et puis l'Institut Jean Lamour, c'est ce bâtiment qui est ici, pas très loin de la statue du sergent Blandan. Donc voilà à quoi ça ressemble vu de haut. C'est ce bâtiment marron qu'on reconnaît assez facilement posé sur le campus. Encore une fois, il est très long, il est constitué de 3 doigts, et on expliquera pourquoi par la suite. Alors en ce qui concerne l'Institut Jean Lamour, comme je vous le disais, c'est 500 personnes au quotidien. Bon, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, je ne vais pas insister là-dessus. C'est surtout une machine à publier, hein. On produit de la connaissance. On a à peu près 500 publications par an qui sortent, plutôt 350 aujourd'hui dans des revues à comité de lecture. Et puis on dispose d'un parc d'équipements assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a à peu près 600 équipements qu'il faut faire tourner au quotidien.
avec des objets qui vont d'un simple four de recuit sous vide, par exemple, jusqu'au tube, qui constitue l'un de ces 600 équipements. Donc chaque équipement lui-même correspond souvent à plusieurs appareils communs. Et en fait, si on fait le dénombrement exact de l'ensemble des équipements de l'IJL, on est plutôt aux alentours de 1800. Et puis, on fait passer une cinquantaine de thèses soutenues par an. Donc, c'est un gros laboratoire pour dire les choses simplement. Et puis, ce qui est intéressant dans la plaquette de l'Institut Jean Lamour, vous ne pouvez peut-être pas le lire de là où vous êtes, mais c'est les mots-clés qui sont en bas. Donc, matériaux, plasma, surface, électronique, métallurgie et nanomatériaux, qui sont les différents thèmes qui sont abordés dans la structure. Donc, ce n'est pas un laboratoire monothématique, comme on peut en voir souvent en France, c'est-à-dire, par exemple, un laboratoire qui travaille sur le photovoltaïque uniquement. Là, on aborde tous les matériaux, une grande partie des matériaux possibles, depuis céramique, polymère, métaux, alliage métallique, béton. Enfin, voilà, on traite de pas mal d'aspects. Et donc, dans ces objets que l'on étudie, ce qui est intéressant, c'est le mélange de compétences, c'est-à-dire de pouvoir disposer sur place de matériaux, y compris les matériaux vivants que j'ai cités tout à l'heure en introduction. Donc, on travaille également dans le domaine du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est de disposer de compétences complémentaires. Donc là, par exemple, on a des chercheurs qui travaillent sur la fusion thermonucléaire. Donc ça, vous allez certainement en entendre parler dans les années qui viennent, puisqu'on est en train de montrer un très gros projet qui s'appelle Spectre, donc qui permet de créer un plasma qui permet d'étudier les phénomènes de Bohr dans les plasmas de confinement magnétique. Et donc, grâce à cet objet-là, aujourd'hui, on collabore avec des industriels qui travaillent sur la fusion thermonucléaire également. Et ces industriels-là réfléchissent à utiliser comme paroi pour leurs réacteurs des métaux liquides. Et donc, comme on a des métallurgistes à l'IJL, l'intérêt de disposer de ces compétences complémentaires, c'est de pouvoir apporter des solutions pratiques à des problématiques de ce genre. Donc, on va avoir des expériences avec de l'étain liquide qui va rentrer dans des réacteurs de plasma et qui vont nous permettre de comprendre les interactions plasma-surface. D'accord ? Alors, voilà, je parlais des métallurgistes, Sabine Denis et Sébastien Alain en font partie. Je remercie Stéphane Mangin pour les slides qui sont présentés ici. C'est la conférence qu'il fait cette année. Cette année, il est à Cambridge, donc il peut pas être parmi nous. Daniel Pierre, qui est la personne qui a mis en place l'idée originale de Stéphane Mangin de créer le tube. C'est elle qui a construit le tube avec un certain nombre d'acteurs, bien sûr, pas toute seule, mais elle a été distinguée par la médaille de cristal du CNRS pour avoir effectué cette réalisation. Et puis Jean Lamour, évidemment, dont j'ai remis le portrait également pour que vous puissiez visualiser le personnage. Voilà, alors l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de faire le lien entre Jean Lamour d'un côté et les grilles de la Plastane qu'il a fabriquées, et puis le laboratoire Jean Lamour qui porte son nom. L'idée, c'était à la base de trouver une référence à des matériaux qui fassent intervenir, on va dire, les thématiques principales du laboratoire. Effectivement, dans les grilles, on retrouve le problème de poser de l'or sur du fer, par exemple. Donc, c'est des problématiques de métallurgie. On retrouve des problèmes de couche mince, puisqu'il faut déposer effectivement de l'or sur du fer. On sait que l'or et le fer ne se marient pas bien. Le diagramme de phase fait que ce sont deux éléments non miscibles. Et donc, à partir de là, l'or et le fer ont tendance à se séparer. Et donc comment est-ce qu'on fait pour assurer l'adhésion de l'or sur le fer ? Alors aujourd'hui, c'est un peu mon sujet de recherche quand même, c'est fou après autant d'années. Ce sur quoi je travaille actuellement, c'est essayer de rendre l'or et le fer miscibles. Donc on y arrive, c'est pas si facile que ça. Il faut contourner un peu les lois de la thermodynamique. Et donc il faut travailler hors équilibre thermodynamique. Et donc si vous prenez deux nanoparticules d'or et de fer et que vous les fusionnez ensemble pour qu'elles fassent une phase liquide, si vous les trempez assez rapidement,
avec des vitesses de trempe qui sont de l'ordre, alors ça dépend de la taille, mais typiquement entre 10, 12 et 10, 13 Kelvin par seconde, vous allez obtenir un alliage or-fer amorphe qui a des propriétés qui n'ont pas été étudiées jusqu'à présent. Donc, sur des matériaux de ce type-là, vous pouvez créer de nouveaux matériaux, comme dans l'exemple que je viens de donner, en travaillant sur la capacité de contourner les lois de l'équilibre thermodynamique, ce qui nécessite voilà, des outils particuliers, là en l'espèce des lasers, pour pouvoir faire des trempes suffisamment rapides. Alors, on va s'intéresser aux matériaux à toutes les échelles, c'est-à-dire depuis la centaine de mètres. Hein. Nous, on a des gens, par exemple, qui travaillent sur les bétons et notamment les ciments. Et donc, ils essayent de comprendre comment les ciments de Notre-Dame ont été élaborés. Donc, l'incendie a eu cette seule vertu, hélas, de permettre d'avoir accès à cette information-là, et notamment de pouvoir récupérer des matériaux sur le site de Notre-Dame pour pouvoir étudier la manière dont ces ciments ont été conçus à la base et ensuite ont vieilli suivant les endroits où ils ont été collectés dans Notre-Dame. Donc on est sur des objets, là aussi, qui concernent des cathédrales, donc de grandes dimensions. Et puis, on s'intéresse évidemment ensuite à des choses de plus petite dimension. Donc, on travaille typiquement entre quelques mètres et puis l'atome, hein, donc 0,1 nanomètre typiquement, avec toutes les échelles intermédiaires que vous voyez ici. Et donc, voilà, ce qui nous intéresse, c'est à la fois de pouvoir aller sonder la matière à l'échelle la plus fine, mais également de comprendre comment assembler des matériaux qui seront naturellement multi-échelles. Si je prends la mouche qui est là, vous allez avoir des objets, enfin ses yeux par exemple, l'œil d'une mouche est composé de facettes dont chaque partie fait à peu près 200 nanomètres. Donc on a un objet qui est macroscopique, hein, on peut courir derrière, ça arrive souvent, mais on a également à l'intérieur une constitution multi-échelles qui nécessite de comprendre la matière à toutes les échelles pour savoir comment elle se met en place. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont compliquées dans le domaine des matériaux, c'est d'essayer de comprendre comment, sur une structuration multi-échelle, on arrive à créer des fonctions, des propriétés différentes. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre en place un outil nouveau. Alors ça, c'est ce qui a été proposé aux alentours de 2009, hein, lorsque l'Institut Jean Lamour a été créé. Donc, on a fêté nos 10 ans il y a 2 ans de cela. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait utiliser un nouveau dispositif qui permettait de pouvoir réunir en un seul outil toute une série de moyens complémentaires qui permettent à la fois de faire de l'élaboration atome par atome, mais également de caractériser au fur et à mesure de la construction de ces matériaux-là leur structure, leur composition, leurs propriétés. Donc on est obligé, lorsqu'on travaille à cette échelle-là, de pouvoir mettre en œuvre des dispositifs qui vont éviter de contaminer les surfaces, parce que lorsqu'on est à une échelle pareille, on imagine bien qu'on va contaminer les surfaces très rapidement. Alors je vais revenir sur ce point un peu après. Donc on a construit pour ça le tube dôme, voilà. Et donc le tube dôme au départ était prévu pour faire 70 mètres de long, et c'est la raison pour laquelle l'IGL a la structure que vous voyez ici. Donc ça, c'était une maquette proposée par le cabinet Nicolas Michelin, qui avait à l'époque permis la fabrication de l'Institut. Et donc l'Institut a été créé en gros pour accueillir le tube dôme. Voilà. Donc c'est vraiment ça la base. Donc cet outil est unique au monde. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai dans la mesure où il y a nos camarades chinois dont je parlerai tout à l'heure qui ont travaillé sur un projet similaire. Et puis, donc cet outil, comme je le disais, permet d'élaborer, caractériser et structurer la matière à l'échelle atomique. Et puis, il permet aussi de mutualiser les moyens et les compétences. J'insiste là-dessus. Tout à l'heure, on a parlé de pluridisciplinarité, le fait de pouvoir avoir des chimistes et des physiciens, enfin, je prends l'exemple au hasard, dans la même salle. C'est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir associer ça à une approche multimatériaux et pluridisciplinaire.
Alors, l'idée de base, c'est vraiment le jeu de Lego. Les chercheurs sont de grands enfants, vous le savez, des fois un peu capricieux. En tant que directeur d'unité, je peux l'affirmer. Et néanmoins, l'idée, c'est de partir d'un jeu de construction avec une centaine de pièces. Alors, pourquoi une centaine de pièces? Parce que le tableau de Mendeleïev en compte à peu près autant. Enfin, voilà, on est un peu au-dessus, bien sûr. Mais voilà, on va utiliser chaque élément comme un élément du Lego que l'on veut construire. Et donc, dans ce tableau-là qui est très riche, outre les éléments dont la durée de vie est de l'ordre d'une fraction de seconde, pour les autres, on va pouvoir effectivement les utiliser. Et donc, on va avoir comme terrain de jeu l'ensemble du tableau de Mendeleïev. Alors, l'idée de base, c'est qu'un élément du tableau de Mendeleïev, c'est un type de pièce donnée. Donc si j'ai que des pièces noires comme ça, je vais pouvoir fabriquer des objets tout noirs, mais qui peuvent adopter des géométries différentes. Donc ça, c'est vraiment la notion d'allotropisme que vous connaissez certainement, qui permet, à partir d'un seul élément, d'avoir différentes variétés allotropiques. Et la plus connue, évidemment, c'est celle du carbone. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il a choisi au départ un matériau noir, c'est que le carbone en question, il peut adopter différentes formes allotropiques. Alors parmi celles-ci, vous trouvez naturellement le charbon et puis le diamant. Donc si vous alimentez votre chaudière avec du charbon, ça va donner d'excellents résultats. Vous pouvez le faire avec du diamant, ça marche aussi. Ça brûle très bien le diamant, c'est du carbone. Donc ça coûtera un peu plus cher, mais vous allez être capable de pouvoir là aussi changer la nature des propriétés simplement parce que vous allez arranger votre carbone de manière différente au niveau atomique. Et donc, à partir de là, vous avez toute une série de variétés. Alors, sur le carbone, c'est ce qui fait la richesse de cet élément-là, c'est que c'est à l'origine de la vie. Et donc, naturellement, on a une variété de possibilités allotropiques qui est quand même très élevée. Vous connaissez les nanotubes de carbone, les fullérenes, vous connaissez le graphène qui a été mis en place par Gahem et Novoselov. Et donc le graphène en question, c'est un matériau qui est extrêmement conducteur, qui est un matériau 2D où les électrons sont délocalisés, qui vont nous permettre dans ce dispositif-là d'avoir accès à des propriétés nouvelles, sachant que dans ce cas précis, ce qui a fait que Gahem et Novoselov ont eu le prix Nobel, ce n'est pas le fait qu'ils aient réussi à produire du graphène en exfoliant une pointe de crayon de papier avec du scotch. Hein. C'est comme ça qu'ils ont produit la première fois le graphène. Donc ce n'est pas ça qui leur a valu le prix Nobel, c'est le fait qu'ils aient démontré qu'il y avait un effet Hall quantique à nombre entier, qui était prédit théoriquement depuis pas mal d'années et qu'ils ont pour la première fois réussi à illustrer notamment. Voilà. Donc, alors, ça, c'est lorsqu'on a du carbone. Alors, il y a comme je disais, il y a toutes sortes de variétés de carbone. Et puis, après, on peut commencer à mélanger ce carbone avec d'autres éléments. On peut fabriquer du carbure de titane, on peut fabriquer d'autres choses, et puis on peut mélanger les éléments entre eux. Donc là, vous allez avoir l'exemple d'un multicouche fer-alu. Et donc, à partir de là, vous allez créer une structure un matériau dont les propriétés vont dépendre en partie de la structure adoptée. Et vous savez qu'il est également possible de conférer aux matériaux des propriétés qui sont indépendantes de leur propriétés massives, notamment lorsque vous les agencez sur des structures de trusses, par exemple. Donc c'est vraiment ce que vous avez dans le cadre des ponts. Si vous prenez des câbles d'acier simples, ils ont des propriétés données. Lorsque vous les tissez entre eux, vous allez pouvoir changer la propriété de l'ensemble que vous avez constitué. Donc le fait de pouvoir utiliser également une structuration des matériaux va affecter les propriétés des réalisations que vous allez faire avec cela. D'accord ? Alors, lorsqu'on construit des matériaux atome par atome, ce qu'on ne veut surtout pas,
c'est avoir un mélange, enfin utiliser des matériaux dont la propreté n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec des matériaux ultra purs. L'idée de base, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à insérer des hétéroatomes dans une structure que vous êtes en train d'élaborer à l'échelle d'une monocouche, vous allez générer de nouvelles propriétés. Comme je le disais, dès qu'on mélange les atomes les uns avec les autres, on change les propriétés. Donc à partir du moment où je veux maîtriser ce que je fais, je dois avoir choisi les éléments que je mets dans ma structure. Donc choisir les éléments, c'est partir d'éléments suffisamment purs pour être sûr de ne pas être gêné par les impuretés qui sont présentes dans ces matériaux-là. Alors les impuretés présentent un intérêt aussi hein, en tant que tel. On peut choisir voilà, de contrôler les défauts et les impuretés dans les matériaux. Donc le fait d'avoir un contrôle par exemple, de la densité de macles dans un matériau va générer des propriétés mécaniques spécifiques. Et donc on va vouloir contrôler les défauts dans les matériaux. Alors la plupart du temps, on va vouloir les supprimer pour obtenir des matériaux parfaitement organisés, structurés, mais de temps en temps, on va vouloir volontairement injecter des défauts dans les structures. Et donc, à partir de là, on va travailler avec des matériaux les plus propres possibles. Et donc là, vous allez avoir l'exemple d'un dépôt MBE hein, voilà, par jet moléculaire, d'épitaxie par jet moléculaire, dans lequel vous allez pouvoir choisir des cibles, enfin des sources ici que vous allez chauffer, qui vont permettre d'évaporer le matériau. Mais le matériau qui est dans ces sources-là doit être parfaitement pur. Hein. Alors, pour ça, pour qu'il reste pur, on va travailler dans l'ultravide. Donc, vous savez certainement qu'à partir du moment où on va mettre un matériau quel qu'il soit à la pression atmosphérique, vous allez avoir une contamination de la surface qui va être extrêmement rapide, puisque lorsque vous exposez une surface à 1 langmuir, c'est-à-dire en gros le taux d'exposition qui correspond typiquement à 10,6 millibars, vous allez contaminer votre surface en 1 seconde. Donc, si je veux gagner un peu de temps sur ce que je vois sur ma surface, sur la contamination de la surface, si je divise déjà ma pression par un facteur 10, je vais de cette manière-là gagner 10 fois le temps nécessaire, c'est-à-dire 10 secondes, et puis par 100 secondes, etc. Donc si je veux travailler quelques jours, au moins quelques heures sur une surface qui reste propre, eh bien, il va falloir que je descende à des pressions qui sont non plus de 10-6, mais 10 millibars, ce qui me permet d'avoir 10 000 secondes disponibles. À partir de là, c'est à peu près ce que je peux faire de mieux comme type de vide. On va pouvoir descendre un tout petit peu encore en dessous, à quelques 10-11. Mais voilà, on est sur des pressions qui sont plusieurs milliards de fois plus faibles que la pression atmosphérique. Et donc, c'est ce qu'on trouve typiquement à mi-distance entre la Terre et la Lune. Donc, le fait d'avoir ce milieu-là permet d'éviter la contamination par les impuretés. Et donc, ça conduit à des libres parcours moyens qui sont de l'ordre de 1000 km, hein, vous voyez, sous ultravide. Donc, à partir de ce dispositif-là, vous avez la possibilité de contrôler parfaitement l'état de votre surface lorsque vous l'étudiez. Donc, si je choisis de déposer quelques atomes sur une surface, une molécule, je vais avoir la possibilité de la contrôler. Donc, par exemple, on a une équipe qui travaille sur la fabrication de switch à partir de switch optique hein, qui fonctionne sur la base d'une molécule dont l'atome central est un atome de cobalt. Et vous venez avec une pointe STM au-dessus de la molécule en question. Vous essayez de faire passer un courant entre la pointe et le substrat. Et donc, si vous ne faites rien, il n'y a pas de courant qui passe. Maintenant, si vous éclairez la molécule avec un laser femtoseconde, vous allez pouvoir avoir du courant qui va se mettre à passer. Et donc, vous avez créé de cette manière-là un switch optique. Donc, vous voyez bien que lorsque vous choisissez de mettre une seule molécule, aussi grosse soit-elle, sur une surface, vous allez avoir, de ce point de vue-là, une nécessité de contrôle qui soit extrêmement élevée. Et donc, à partir de là, il est nécessaire de travailler sous ultravide. Alors, voilà le tube en question. Donc, on travaille, comme je le disais, aux alentours de 10-10 millibars. Il fait 70 mètres de long. Il y a 10 postes de transfert qui existent également. Sur une deuxième partie, vous voyez qu'il prend un tournant. En réalité, il traverse même un mur. Hein. Si vous venez un jour le visiter, vous le verrez. Et la raison pour laquelle on a mis ce mur entre les deux parties du tube, c'est que l'on voulait séparer
les activités d'ordre industriel qui pouvaient venir se greffer sur le tube de celles liées à la recherche, de façon à avoir une sécurité totale en matière de propriété intellectuelle. Donc ce dispositif-là a permis de séparer les deux parties de tube qui sont connectées. Et donc, que vous soyez d'un côté ou de l'autre du mur, vous pouvez dans tous les cas faire transiter vos échantillons d'un côté vers l'autre et faire l'ensemble des analyses qui sont nécessaires. Donc, votre échantillon, vous allez le rentrer quelque part, le faire voyager dans le dispositif, le faire s'arrêter à certains postes pour lesquels vous avez des types d'analyse ou d'élaboration ad hoc, et à partir de là, vous allez pouvoir caractériser, élaborer votre matériau sans difficulté. Voilà, donc si on compare à ce qui se fait par ailleurs, des systèmes sous vide, vous allez avoir les synchrotrons, qui sont aussi aux alentours de 10-10 millibars à Soleil. Vous voyez, c'est 354 mètres. Pour le CERN, c'est 30 km. Donc on sait maîtriser des vides de 10-10 millibars sur des distances assez grandes. C'est vraiment pas un problème. Alors évidemment, le tube dont je parle, moi, c'est un tube qui n'a rien à voir avec un synchrotron. C'est vraiment juste la possibilité de mettre des échantillons sous vide de façon à ce qu'ils ne se contaminent pas lorsqu'on les passe d'un stand d'analyse ou d'élaboration à un autre. D'accord ? Donc effectivement, il n'y a pas d'électrons qui circulent, il n'y a pas de choses de ce genre. C'est vraiment du vide uniquement. Voilà. Alors un exemple qui a fait la renommée de certaines équipes, c'est de travailler sur des jonctions de type fer MgO. Donc vous voyez là, la couche de MgO, elle fait, on va dire, une quinzaine d'atomes en épaisseur, et puis elle est épitaxiée sur le fer. Et donc cette condition d'épitaxie permet d'avoir des interfaces entre le fer et le MgO qui sont parfaites, et elles sont nécessaires pour l'électronique de spin. Donc, si vous créez des défauts à ces interfaces-là, vous allez complètement détruire les propriétés de votre matériau. Et donc, il faut, pour maîtriser la qualité des interfaces, avoir ce niveau de propreté dont je parlais, mais également avoir une maîtrise de l'élaboration couche par couche qui permette d'obtenir cette qualité d'épitaxie entre une couche et une autre. Donc ces jonctions-là sont utilisées aujourd'hui au quotidien. On les retrouve un peu partout dans vos smartphones, etc. Et donc on a la capacité de maîtriser la croissance des couches à l'échelle d'un atome. Alors voilà à quoi ça ressemble lorsque c'est en cours de croissance. Donc vous allez avoir un matériau bidimensionnel qui est celui qui est décrit ici. Donc ici c'est du fer, qui est déposé sur lui-même du fer. Donc on a ce genre de structures qui apparaissent. Après on a différents modes de croissance qui existent, de couches minces. Ça peut être du couche par couche, ça peut être du Volmer-Weber, etc. Enfin il y a plusieurs types de croissance possibles. Lorsque vous faites par exemple un dépôt vous prenez un matériau complètement nouveau. Alors je ne sais pas si vous connaissez les quasi-cristaux, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ça. Donc par rapport au groupe de Bravais, c'est un type de matériau qui sort des groupes de Bravais traditionnels et qui a un axe de symétrie d'ordre 5. Donc ces matériaux-là ne couvrent pas totalement l'espace. On utilise des pavages qui ont été démontrés par Penrose et qui permettent de fabriquer un ordre, on va dire, un peu particulier. Et bien sûr, ces surfaces-là, lorsqu'elles présentent une structure quasi-cristalline comme ça, si vous déposez du plomb dessus, bien le plomb va se mettre en épitaxie sur le quasi-cristal et va former une monocouche de plomb quasi-cristallin. Alors le plomb, c'est jamais quasi-cristallin, mais là, on arrive à fabriquer du plomb quasi-cristallin qui a des propriétés différentes du plomb massif. Et donc, on peut utiliser de cette manière-là une notion d'épitaxie pour pouvoir fabriquer un matériau complètement nouveau dont la forme s'adapte à la surface qui le reçoit. Alors, si vous faites ça avec de l'argent, ça ne marche plus. Vous avez des effets de confinement quantique qui font que l'argent va se mettre plutôt à croître sous forme d'îlots. Et ce phénomène-là, vous ne pouvez pas l'obtenir de la même façon sur l'argent. Donc, vous voyez que la matière va obéir à ses propres règles, la mécanique quantique, qui va de toute façon définir la manière dont l'argent, le plomb et d'autres éléments vont pouvoir se comporter sur une surface. Et voilà donc à l'échelle atomique ce que ça peut donner, c'est-à-dire que vous allez avoir des empilements
d'atomes. Alors là, évidemment, on ne voit jamais les atomes, hein. On ne voit que les densités de probabilité de présence des électrons, hein. Et après, il faut refaire de l'imagerie derrière. Donc souvent, ces approches-là sont couplées à du calcul de Schrödinger, hein, pour pouvoir réinterpréter les images. Si vous faites une image STM, par exemple, d'un feuillet de graphène, j'en parlais tout à l'heure, vous allez trouver que la distance entre les atomes de carbone est 2 fois celle du graphite. Et la raison pour ça, c'est que dans votre graphène, ce sont des cycles, les électrons sont délocalisés, et si vous prenez la distance qu'il y a entre les centres des cycles, ben c'est 2 fois la taille du graphène. Donc vous retrouvez bien un motif hexagonal, mais en réalité, ce n'est pas celui du graphène, c'est celui des électrons qui sont délocalisés dans la structure graphène que vous observez par la pointe STM. D'accord ? Je me bats un peu avec mon microscopiste voilà, qui fait de la microscopie à transmission pour lui dire que non, on ne voit pas les atomes. Donc, pas encore, en tout cas. Voilà, néanmoins, ce sont des outils qui sont là aussi précieux. Donc, on en a 3, des microscopes à transmission à l'IJL aujourd'hui, 2 qui sont aux alentours de 3 millions d'euros chacun. Et ça nous permet d'aller voir les atomes, les électrons délocalisés dans la matière. Donc c'est là l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils, c'est qu'il faut préparer cette fois-ci ce qu'on appelle des lames minces, c'est-à-dire couper la matière avec une épaisseur suffisamment fine pour que les électrons puissent la traverser. Donc, lorsque l'on est aux alentours de 20 nanomètres, on peut commencer à envoyer les électrons au travers et étudier les structures qui sont associées à ces matériaux-là. Donc, voilà quelques exemples d'outils complémentaires au tube qui permettent d'aller chercher des informations supplémentaires. Alors j'interviens là-dessus aussi, c'est important de savoir ça, c'est que le tube ne permet pas tout. Notamment lorsqu'on a besoin d'étudier certains types de structures, on va souvent en synchrotron, travailler en synchrotron. Donc on a besoin souvent d'interroger un matériau avec différents types d'outils pour connaître la manière dont il va se comporter. Et donc, on a besoin, par exemple, pour déterminer certains types de liaisons chimiques, etc., d'avoir recours à différents types d'analyses. Donc, ça peut être de l'XPS, par exemple, qui est disponible sur le tube, mais ça peut être aussi de l'EXAFS, qui est disponible sur des synchrotrons. Voilà. Alors là, on a un autre exemple d'étude de la croissance des couches minces, qui est celui du RID. Donc, le RID, c'est un dispositif de diffraction des électrons qui va permettre de pouvoir suivre la structure de la surface. Alors, il y a différentes déclinaisons. Il y a du RID, il y a du LID, etc. Mais le RID va permettre de voir la structure évoluer. Et donc, on voit apparaître des pics de diffraction comme ceci qui traduisent le fait que l'on est en train de croître couche par couche. Et donc, on peut suivre la croissance en cours de réalisation grâce à ce type d'outil et vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Donc, ça permet de contrôler et d'observer en temps réel la manière dont une surface va se modifier. Alors, n'ayons pas peur du vide, en effet. Donc, vous le voyez, l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de transporter des échantillons sous vide. Alors, ce transport-là, il se fait par un dispositif de chariot qui vont coulisser à l'intérieur du tube grâce à un système magnétique. Et donc, les porte-échantillons le porte-échantillon qui est visible ici va permettre de transférer les substrats d'un endroit à un autre. Et lorsqu'on sera en face d'un nouveau moyen de caractérisation ou d'élaboration, on viendra chercher avec une canne le substrat. On l'installera dans la manip où la caractérisation ou l'élaboration doit se faire et on fera les mesures ou le traitement. Et donc, grâce à ça, on peut faire naviguer des échantillons à l'intérieur du tube et s'arrêter à tous les stands possibles. Aujourd'hui, il y en a à peu près 35, dans lesquels on va avoir, par exemple, pour l'élaboration, j'ai expliqué, il y avait de la MBE, donc de l'épitaxie par jet moléculaire. Vous avez de l'ALD, qui est là aussi des dispositifs, c'est du dépôt par couche atomique, Atomic Layer Deposition. Vous pouvez avoir de la PVD, de la pulvérisation cathodique, par exemple, qui est disponible. Vous avez également de la PLD, donc la possibilité de déposer ça par ablation laser, etc. Donc vous allez avoir toute une série de procédés qui permettent de déposer la matière couche par couche et qui permettent de choisir ce que l'on va poser sur les surfaces.
Et puis après, vous allez avoir également des outils pour caractériser les surfaces. Donc, je parlais d'XPS, mais il y a également de l'ARPES, de l'XPS résolu en angle. Vous allez avoir des STM, la microscopie à effet tunnel, AFM, le tout à 4 Kelvin, donc, parce qu'en fait, on va travailler souvent dans l'hélium liquide. Pourquoi l'hélium liquide? Parce que ça permet de supprimer le mouvement des atomes, enfin, de le ralentir fortement au niveau des surfaces, et donc d'avoir le temps d'observer les choses. Donc on va pouvoir également travailler dans des conditions où on peut choisir la température entre 4 Kelvin et puis l'ambiante si on le souhaite. Donc tout ça est connecté à une centrale de récupération de l'hélium, parce que ça coûte cher, l'hélium aujourd'hui. Vous savez que voilà, c'est un gaz qui est en train de disparaître. Et donc, on est obligé de le recycler de façon à ce que ça ne nous coûte pas trop cher chaque année pour renouveler la quantité que l'on perd nécessairement dans ce genre d'expérience. Et donc, voilà, chaque année, on repaye à peu près 20% de l'hélium qu'on utilise et on recycle 80% avec un dispositif particulier qui est installé à l'IJL. Alors, je surveille juste un petit peu l'heure. Oui, ok. Alors voilà à quoi ça ressemble en pratique. C'est une pièce qui est en salle blanche. Alors pourquoi on travaille en salle blanche? C'est pas que ce soit indispensable dans la mesure où l'échantillon, une fois qu'il est à 10-10 millibars, on ne le contaminera plus. Mais c'est pour qu'on évite de le contaminer avant de le rentrer. Donc c'est surtout ça. Donc le fait de travailler en salle blanche fait qu'on va pouvoir travailler sur des substrats qui sont suffisamment propres pour éviter d'avoir à pomper pendant des heures et faire en sorte que le substrat devienne propre. Donc plus on travaille proprement, plus c'est facile de gagner du temps sur l'introduction de ces échantillons dans le tube. Alors, voilà, j'espère que ça va fonctionner, mon histoire, là. Donc, voilà, c'est un petit film qui a été fait par drone. Donc, c'est le fils de Stéphane Mangin qui a fait ça. Donc, voilà, il s'est bien amusé le jour-là. Donc voilà, ça vous donne une vision un peu en hauteur de ce qu'est le tube en question. Donc le tube, c'est vraiment cette partie-là, donc ici, celle qui est là. Vous voyez, on est en train de se déplacer. Là, on atteint un dispositif magnétique qui permet de déplacer les échantillons à l'intérieur. C'est typiquement ce genre de choses. Voilà, et puis alors vous avez de part et d'autre toutes sortes de manips qui permettent de caractériser les échantillons ou d'élaborer des couches minces. Donc en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir de l'emmener plutôt à droite, plutôt à gauche, et d'élaborer des nouveaux matériaux avec le jeu de Lego dont je parlais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a 5 MBE à l'IJL. Donc dans chacune, il y a plusieurs matériaux possibles. Donc vous allez pouvoir mettre un creuset dans lequel vous aurez du fer, du platine, de l'or, enfin ce qui vous intéresse. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité d'essayer de nouveaux matériaux. Alors, c'est beaucoup associé quand même à de la théorie. Enfin, je tiens à souligner la contribution des théoriciens à ce genre d'exercice. C'est que derrière, quand on prédit les propriétés d'un nouveau matériau, souvent par des méthodes quantiques, on a la possibilité d'essayer de les élaborer derrière. Et des fois, ça ne marche pas. Alors, je donne un exemple simple, supraconductivité à l'ambiante. On sait quel est le matériau qu'il faudrait qu'on fabrique pour faire ça. Donc, c'est un hexahydrure de lantane, si je ne me trompe pas. Sauf que pour le fabriquer, il faut monter à je ne sais plus combien de centaines de milliers de bars. Et on ne sait pas faire ça. Donc en tout cas, voilà, il y a des difficultés à fabriquer certains matériaux prédits par les théoriciens qui permettraient d'avoir de la supra à l'ambiante. Mais des calculs montrent que ce serait normalement le cas. Donc il faut le vérifier derrière. Et grâce aux théoriciens, on peut également envisager de nouvelles pistes par rapport à celles que les expérimentateurs imaginent eux-mêmes sur la base des expériences qu'ils font. D'accord ? Alors, voilà. Donc là, c'était l'époque où on a monté le tube. Vous voyez, on était en 2015, donc là où on l'a installé à l'IJL. Avant, il y avait eu ce qu'on appelait le baby tube, donc un petit morceau de tube qui faisait 10 mètres pour tester les concepts, notamment les raccords, etc., vérifier tous les problèmes qui pouvaient être liés à ça. Et ensuite, on a utilisé le baby tube l'expérience acquise sur le baby tube pour construire le tube en question.
Et donc, vous voyez, ça, c'est les photos voilà, du démarrage. Entre la disposition au centre, là, vous voyez, où vous n'avez pas encore la dalle pour le faux plancher sous lequel circulent toutes les parties eau, électriques, etc. Et puis ensuite, la version finale où vous allez avoir voilà, la dalle qui est posée, plus toute une série de dalles antivibratiles posées là aussi, qui ont été mises en place pour pouvoir supporter les manips de façon à ce que ça vibre pas trop, parce que lorsque vous êtes à l'échelle d'un atome, évidemment, si vous sautez à côté, voilà, ça va poser des difficultés, alors qu'avec ce genre de dispositif, on ne sent pas passer le tram qui pourtant est pas si loin que ça de l'IJL. Hein. Donc, voilà, alors l'idée de base, c'était vraiment de passer de ce qui était à la mode à l'époque, c'est-à-dire des clusters de ce type-là, sur lesquels vous avez, voyez, 5-6 expériences maximum. Alors ça, c'est ce qu'on trouvait à une époque, hein, partout, dans les centres où on faisait de la science des surfaces. Et puis, on s'est dit, oui, mais si on veut en rajouter 10 de plus, on ne peut pas. Donc, il faut trouver une autre manière. Et c'est là où le tube a été proposé. C'était vraiment de pouvoir transférer ce concept-là d'accès à un porte-échantillon central sous la forme plutôt d'un porte-échantillon mobile qui se déplace de manip en manip. Et c'est ça qui a prévalu à la construction du tube lorsque Stéphane Mangin en a eu l'idée au départ. Alors, une des objections que j'avais à l'époque, voilà, c'était de lui dire tu n'as qu'à utiliser une valise de transfert. Alors, en fait, on pouvait pas imaginer d'avoir 2 ou 3 clusters de ce type-là, et puis passer de l'un à l'autre en mettant l'échantillon dans une petite valise, qu'on appelle une valise de transfert, qui ensuite passe d'une manip à l'autre. Alors, le problème des valises de transfert à l'époque, c'est que le niveau du vide était relativement élevé. Hein. Donc, on contaminait les surfaces quand même en utilisant des valises de transfert. Aujourd'hui, on a mis en place une valise de transfert qui permet de partir directement à l'aéroport avec son échantillon sous le bras, de traverser la planète sans casser le vide et en restant aux alentours de 10-10 millibars. Donc ça nous a permis de collaborer avec NanoX, qui est la version chinoise du tube. Et donc, l'idée de nos amis chinois a été de reproduire finalement ce qu'on faisait sur le tube. Alors, ce qui est drôle sur NanoX, alors j'ai eu l'occasion de le visiter, c'est que lorsque vous arrivez sur le tube chinois, vous ne pouvez pas mettre d'échantillon parce que le tube il est trop haut. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'ils ont oublié de prendre en compte le fait qu'il y avait un faux plancher, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, quand ils ont pris les mesures, dans notre cas, ils ont pris la distance qu'il y avait entre le sol et le tube. Et donc, il manquait à peu près 80 cm pour rentrer les échantillons. Donc, ils ont dû inventer un ascenseur à échantillons pour introduire leurs échantillons. Tu ne savais pas? Donc, voilà. Alors, l'idée, c'était vraiment de faire la même chose que nous, mais en plus grand, version chinoise. Alors, sur le fond, ça ne change pas grand-chose, dans la mesure où on va utiliser les mêmes matériaux, etc., les mêmes procédés, etc., même système de caractérisation. La seule chose que ça change, c'est qu'il y a peut-être quelques éléments supplémentaires dont on ne dispose pas chez nous, et surtout la capacité d'accueil des chercheurs, parce que le tube, c'est quand même un piège à chercheurs internationaux. Donc ça, c'est vraiment le truc sympa, c'est que ça attire énormément des gens qui viennent de UCLA, etc., enfin un peu partout dans le monde, beaucoup de Californie, et qui nous permettent de travailler en collaboration avec eux. Hein. Alors, on fait quoi avec ça? D'un point de vue applicatif, par exemple, on a beaucoup de travaux sur le solaire thermique. Donc, l'idée de base, et ça, en ce moment, il y a une entreprise qui s'appelle Viessmann, que vous connaissez sûrement puisqu'elle est installée dans les Vosges. Elle produit des kilomètres et des kilomètres de couches minces qui ont été imaginées sur le tube. Hein. Et l'idée de base de ce procédé, c'est de faire en sorte que lorsque vous faites du solaire thermique, c'est-à-dire de l'eau chaude, hein, tout simplement, vous chauffez votre surface, la température de la surface, lorsqu'il fait très très chaud, ne fait qu'augmenter. Et donc, ça pose des problèmes en matière de vieillissement des matériaux.
Pour éviter que la température augmente, on a mis en place une couche de VO2 dont l'émissivité est dépendante de la température. Donc plus la température augmente, plus l'émissivité augmente, et à ce moment-là, vous allez avoir un rayonnement du panneau qui va permettre de conserver une température relativement basse. Donc c'est autorégulé en température, et donc on a mis en place ce procédé-là qui permet justement de régler un certain nombre de problèmes. Et puis voilà, vous pouvez également développer toutes sortes de composites plus ou moins compliqués, avec des isolants, des matériaux, des oxydes, des semi-conducteurs, des polymères, etc. On travaille aussi pas mal sur les lab on chip, sur les organes on chip aussi. Donc on essaye aujourd'hui de fabriquer des petites puces, par exemple, sur lesquelles on va reproduire le comportement d'un rein. Donc, un jour, je pense qu'il faudra que vous écoutiez Alima Alem Marchand qui travaille là-dessus. Ce qu'elle fait, c'est absolument extraordinaire. Donc, elle prend une petite puce de ce type-là. Elle dépose à l'intérieur un matériau qui ressemble à la constitution de vos canaux rénaux. Elle dépose une tumeur sur le canal en question. Et ensuite, elle teste dans le composant, dans le chip, elle teste un médicament pour vérifier que la tumeur disparaît. Donc, ça évite l'expérimentation animale, ça évite plein de problèmes. Le tout, c'est qu'il faut s'assurer à un moment donné que l'organe on chip reproduit de façon efficace le comportement de l'organe en question. Mais une fois que ça c'est fait, à chaque fois qu'on a vérifié que ça marche, on dépose un brevet. Et ça, aux États-Unis, en ce moment, ils en déposent tous les jours, pour reproduire toutes sortes de parties du corps humain, pour essayer ensuite de tester directement sur ces objets-là, sans avoir à passer par le stade animal. En tout cas, y arriver uniquement de manière ultime. Voilà. Alors ensuite, Internet. Alors le tube, c'est quand même beaucoup la spintronique. Alors là-dessus, on a une super experte qui est Hélène Fischer. Voilà, vous connaissez tous, je pense, l'exposition magnétique. Vous en avez entendu parler, qui était au Grand Palais. Donc elle pourra vous fournir beaucoup plus d'éléments que moi en la matière. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a besoin de stocker de l'information à un coût énergétique beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Si vous prenez la manière dont une souris fonctionne, elle fait quand même, elle a un tout petit cerveau, mais elle fait un nombre d'opérations impressionnantes par seconde, et ça consomme pratiquement rien, un petit morceau de gruyère par jour, et voilà, on a quelque chose qui, au niveau énergétique, est capable de stocker beaucoup d'informations avec un coût beaucoup plus faible que ce qu'on se retrouve dans ce genre de choses. Donc à partir de là, vous voyez que la demande en stockage est énorme aujourd'hui. On est passé en 2006 de 161 exabytes de données, ce qui représentait 3 millions de fois la totalité des informations contenues dans l'ensemble des livres jamais écrits, déjà, à quelque chose qui atteint 40 zétabytes aujourd'hui. Donc on est passé de 10-18 à 10-21, 10-22 même. Et on va continuer comme ça à générer des données de façon spectaculaire. 90% des données dans le monde ont été générées durant les 2 dernières années. Je dirais, dans ces 90% de données, 99% de conneries. Bref, c'est ce qui fait tout notre charme. Donc, le problème, c'est qu'on va en stocker encore plus avec l'IoT demain, donc l'Internet des objets. Et là aussi, la demande de stockage est énorme. On est sur, on parle de 80 milliards d'objets connectés en 2025. Donc votre frigidaire va vous dire il manque des œufs, j'en commande, etc. Même si vous ne voulez pas d'omelette. Donc donc l'idée c'est vraiment de pouvoir brancher sur ces nouveaux capteurs toutes sortes de choses. Évidemment pour l'industrie, ça c'est extrêmement important, c'est ce qu'on a appelé l'industrie 4.0. Donc c'est vraiment essayer d'avancer vers des technologies où on optimise tout ce que l'on fait en matière d'agriculture, par exemple. Vous avez tous, je pense, entendu parler du fait qu'on est capable, avec des drones et des caméras infrarouges embarquées, de mesurer la teneur en azote dans les champs et de déposer exactement les bonnes quantités de nitrate aux bons endroits pour fertiliser les champs, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est de l'Internet des objets, et donc il faut pouvoir alimenter la discussion. Si vous prenez une voiture connectée, par exemple, c'est effectivement l'équivalent d'un gigabyte par seconde qui sont nécessaires. Donc, c'est un milliard d'opérations pour s'assurer de la sécurité du système. L'énergie totale qui est consommée, c'est 1 kilowatt.
D'accord ? Et donc, voilà, en utilisant des dispositifs d'intelligence artificielle, on espère régler la consommation, diminuer la consommation, ça plus les nouveaux matériaux de stockage qui sont faits en spintronic, qui vont descendre à 10 watts, on espère, en 2030 et 1 watt en 2040. Hein. Alors, où est-ce qu'on stocke tout ça ? On stocke tout ça dans les clouds. Donc, voilà, c'est complètement dématérialisé. Donc, quand vous demandez aux jeunes qui sont dans vos classes, voilà, où sont les clouds, personne ne sait vraiment. D'ailleurs, c'est un truc qui est un peu secret, on va dire, parce que voilà, il faut pouvoir protéger ces data centers. Google, pour savoir au départ, pour savoir où est-ce qu'ils avaient installé leur data center, il a fallu aller regarder aux États-Unis où étaient les coûts de l'électricité les plus bas, parce qu'on se doutait qu'ils avaient dû choisir un endroit de ce genre. Et c'est comme ça qu'en cherchant un peu autour, on avait réussi à retrouver leur data center. Donc vous voyez, des trucs qui sont paumés au milieu de nulle part, qui ressemblent à ça. Et quand vous rentrez à l'intérieur, ça ressemble plutôt à ça. Hein, donc c'est Matrix, hein, on l'a tous vécu. Et là-dedans, vous stockez des données et des données. À coût énergétique élevé, d'accord, même très élevé. Et donc, voilà. Donc, dans ces data centers, on trouve essentiellement des disques durs. Donc, en voici un que vous connaissez. Voilà, vous en avez probablement déjà montré également. Voilà, donc on stocke ça sous forme de 0 et de 1. Je passe un peu vite parce que ça, je pense que c'est des notions que vous connaissez bien. Et donc stocker, c'est simplement définir un 0 et un 1. Hein. Et puis voilà, après on peut lire avec un courant électrique si c'est un 0 ou c'est un 1. Et puis on peut écrire en changeant le 0 en 1 et le 1 en 0. Donc ça, c'est la base de l'informatique. Alors voilà comment ça se passe en pratique. Là, ça devient un peu plus sportif au niveau des matériaux. Hein. Vous voyez l'empilement que vous avez. Vous avez des couches magnétiques dures, douces, vous avez des isolants en ruthénium, etc. Donc, enfin, des spacers, comme on les appelle. Vous allez mettre ça sur du verre. Donc, vous voyez déjà le nombre d'éléments chimiques que vous avez là-dedans, le nombre de matériaux qui apparaissent. Et quand vous écrivez donc, sur ces pistes qui sont structurées, là, on voit les petits grains de matière, vous allez voilà, transformer localement la matière pour stocker l'information que vous souhaitez garder. À partir de là, voilà, hein, on retombe en fait sur les couches de MGO FE dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des dispositifs capables de stocker de l'information par le biais des phénomènes de spintronic. Alors, en gros, en 81, on passe de 12 MB par inch carré sur les dispositifs existants, avec un coût unitaire de $80 000 par gigabyte. Et voilà, en 2015, si je me souviens bien, on descend plutôt aux alentours on monte aux alentours de 1,3 TB cette fois-ci par inch carré. Et on descend à 8 cents par gigabyte. Donc, on a multiplié par 10 puissance 5 les capacités de stockage et on a divisé par 1 million le prix de l'unité de stockage. Donc, l'idée, c'est de continuer cette démarche-là et de réduire encore la consommation énergétique de nos dispositifs. Alors, c'est le même problème que pour les voitures. Vous savez, les voitures, on a allégé les voitures. On n'a pas cessé d'alléger la carrosserie des voitures. Aujourd'hui, une tôle de voiture, il faut voir que la métallurgie qui est derrière, c'est extraordinaire. Et on a réussi à la rendre très, très mince. Elle absorbe énormément les chocs. C'est ce qui fait qu'on est quand même beaucoup plus protégé aujourd'hui qu'hier. Et ce travail-là a conduit à des voitures plus lourdes. Parce qu'on y a mis du Wi-Fi, on y a mis du chauffage, de la clim, des sièges autochauffants, etc. Donc aujourd'hui, un véhicule est beaucoup plus lourd qu'il ne l'était au moment où il était fabriqué avec des carrosseries beaucoup plus lourdes. Donc c'est tout le paradoxe du système. Et là, pour le stockage de l'information, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus on peut stocker d'informations, plus on en stocke. Donc l'idée, c'est est-ce que la réduction de la consommation énergétique va permettre une réelle diminution de la consommation globale, ou si au contraire, ça va conduire à avoir plus de stockage possible et donc encore plus d'informations stockées. Tout le débat est entre nos mains, si j'ose dire, mais là, il y a un enjeu écologique qui est quand même extrêmement fort.
Voilà, donc un disque dur, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vois que le temps passe, je voudrais garder un peu de temps pour les discussions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Voilà, simplement, si vous vouliez augmenter aujourd'hui la capacité de stockage d'un disque dur voilà, par 1 million, il faudrait avoir un disque dur qui est à peu près 90 km de distance. Donc, vous voyez que ce n'est pas avec une tête de lecture qui aurait à peu près la taille d'un A380. Donc, ce n'est pas totalement réaliste. Donc, il faut trouver d'autres technologies. Et donc, c'est en ce sens-là que voilà, la spintronique peut apporter pas mal de choses. Alors, il y a d'autres alternatives, hein, mais je ne les connais pas bien. Donc voilà, ensuite, tout ça va être appliqué à de nouvelles technologies, donc matériaux quantiques, communication, véhicules autonomes, Internet des objets, énergie verte. La capacité de stockage de l'information et du traitement de l'information va nous permettre d'ouvrir des portes complètement nouvelles. Donc on le voit tous les jours, nous, dans le domaine des matériaux. L'intelligence artificielle appliquée aux matériaux nous permet d'inventer de nouveaux matériaux sur la base des connaissances qui ont déjà été stockées. Voilà, en analysant les travaux qui ont déjà été publiés par certains auteurs, on est capable de prédire de nouveaux comportements de matériaux qui peuvent être intéressants ou pas, mais disons qu'avec un traitement de l'information pertinent, on arrive à extraire des données supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Voilà, donc un impact énorme évidemment sur la société. 70 kg de matière pour fabriquer un téléphone qui fait 200 grammes avec un niveau de recyclage qui est de l'ordre de quelques pourcents, hein, contrairement à un avion qui est plutôt de l'ordre de 90%. Hein, donc ça n'a rien à voir. Une efficacité énergétique voilà, pour les objets connectés qui représente 5% de la consommation électrique en 2015 et qui devrait voisiner les 100% de la consommation en 2040 si on continue à ce rythme-là. Et puis, ça génère voilà, 70 millions de tonnes de déchets en 2018. Donc, les conséquences sont extrêmement fortes. Bon, on est complètement accro à l'énergie. Hein. Plus il y a d'énergie, plus on en consomme. Ce n'est pas parce qu'on invente des énergies recyclables, etc., qu'on substitue le carbone par ces énergies-là. Au contraire, on les ajoute au carbone. Et donc, quand on regarde, on a une consommation énergétique qui est complètement linéaire avec le temps. Les seuls moments où on évite ça, c'est les guerres et les pandémies. Donc on a fait un peu d'économie récemment, mais comme vous le savez, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure méthode pour faire des économies d'énergie. Voilà, j'en finis avec ça. Hein, voilà, pour stocker, Google utilise 5,7 TWh de consommation énergétique annuelle en 2015. C'est l'équivalent de San Francisco, voilà, à la même période. Et puis, voilà, comment réduire les tailles, comment consommer moins d'énergie, ça reste une préoccupation majeure. Hein. Vous voyez que je vous donnais l'exemple de ma souris tout à l'heure. C'est vrai que voilà, un cerveau avec 100 milliards de neurones consomme 20 watts. Donc, c'est 1 million de fois plus efficace que la plupart des ordinateurs dont on dispose aujourd'hui. Et puis, on travaille donc sur des alternatives, ce qu'on appelle des ordinateurs neuromorphiques, etc. La même chose, je vais passer assez vite là-dessus, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et puis, évidemment, l'ordinateur quantique. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on se penche en ce moment à l'IJL. On est en relation notamment avec une start-up qui fabrique un ordinateur quantique, enfin des qubits, hein, sur Paris et qui veut travailler avec nous sur le tube, justement, pour pouvoir développer de nouvelles générations d'ordinateurs quantiques. Ça va être une réelle révolution, ce truc-là. Enfin, moi, ça me fascine, c'est extraordinaire. Hein. La manière dont ça fonctionne, avec 300 qubits, vous pouvez stocker toute l'information de l'univers. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, et si vous voulez stocker l'information de 2 univers, il suffit de passer à 301 qubits. Donc c'est ça qui est intéressant quand même. Hein. Donc, imaginez chez vous avec votre bibliothèque, voilà, vous voulez doubler votre bibliothèque, vous êtes obligé de doubler la surface. Là, vous ajoutez juste une étagère et vous doublez la capacité de stockage. Donc, intéressant. Bref, donc voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention, pardon, et voilà, je suis à votre disposition pour les questions.